Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et dans cette vidéo, je vais essayer de te parler d'un concept pareil qu'on entend énormément et que j'avais déjà évoqué sur des précédentes vidéos sur ma chaîne, qui est celui lié à la diversification. Alors la diversification de ses actifs, et souvent quand tu t'intéresses à l'investissement, tu entends beaucoup de personnes qui vont te dire fais attention de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, il faut se diversifier, etc., etc. Oui, il y a un fond de vérité à ça, mais il faut faire attention, il faut arriver à lire entre les lignes parce que ça peut t'amener à prendre des mauvaises décisions et c'est ce que je vais essayer de te présenter dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, dans la tête des gens, se diversifier, ça veut dire théoriquement, entre guillemets, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et donc, vu qu'on met nos œufs un peu de partout, il y a peu de chances qu'on se foire un peu de partout, donc voilà, il y a moins de chances de perdre l'intégralité de notre capital. Et souvent, je me rends compte quand j'échange avec des personnes qui pousse cette thématique liée à la diversification telle que celle que je viens de t'évoquer jusqu'à maintenant, c'est des personnes qui souvent maîtrisent absolument pas ce qu'elles font, qui préfèrent se dire vu que je ne sais pas clairement ce que je fais un peu des actions, je fais un peu des obligations, je fais un peu des métaux précieux, je fais un peu des crypto-monnaies, et sous prétexte de la diversification, j'investis un peu dans tout et n'importe quoi. Je suis pas forcément bon nulle part. En fait, je suis très moyen, voire même mauvais un peu de partout. Et du coup, j'ai des résultats qui vont refléter finalement les performances ou les connaissances que j'ai dans un domaine en particulier. Et souvent, on peut avoir l'impression d'avoir l'idée d'une diversification, alors qu'en réalité, c'est une fausse diversification. C'est déjà qu'est-ce que ça veut dire une diversification, à quel niveau je vais avoir une diversification, et en réalité, qu'est-ce que ça implique aussi. C'est vraiment l'objet de cette vidéo. L'idée, c'est pas de juger, c'est pas tu me connais, hein, je suis pas là pour juger, je suis pas là pour te faire une leçon de morale, je m'en fous de tout ça. Je suis vraiment là pour essayer de te donner des informations, ou en tout cas on va dire des idées pour te permettre de réfléchir et d'avoir peut-être un esprit plus critique sur les choses que tu vas pouvoir voir ou lire sur internet ou que tu as peut-être déjà entendu pour prendre des meilleures décisions par la suite. Donc déjà, comme je te l'ai dit au départ, à quel niveau tu mets le niveau de, on va dire, de diversification? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce qu'on peut parler d'une diversification interactif. Par exemple, tu peux dire, tiens, j'investis dans l'immobilier, j'investis dans la bourse, j'investis dans les crypto-monnaies, j'investis dans les métaux précieux. Donc c'est une diversification interactive, dans des actifs différents. Puis tu peux avoir aussi une diversification intra-actif. Donc par exemple, tiens, dans les crypto-monnaies, je peux décider d'investir dans du Bitcoin, dans de l'Ether, dans du BNB, dans du Link, dans du Rune, dans peu importe, dans toutes les crypto-monnaies qui peuvent t'intéresser. Et donc voilà, je peux décider d'investir et de ne pas investir dans une seule et unique crypto-monnaie, mais dans plusieurs crypto-monnaies. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le cas des crypto-monnaies, est-ce que c'est vraiment une diversification? Parce que si je le fais, souvent, quand je parle de diversification, c'est que pour le coup, je veux diminuer mon risque. Et souvent, les gens, quand ils parlent de risque, ils parlent surtout de volatilité. Et tu le sais, la volatilité, c'est ce qui fait aussi le rendement. L'objectif, c'est de trouver les investissements qui vont être les plus rentables avec les risques les plus faibles et du coup les volatilités les plus faibles. Et tu le sais, à chaque fois, c'est un peu comme les deux facettes d'une même pièce. Plus on va chercher des rendements importants, plus on va chercher aussi des risques qui vont être importants. L'idée, c'est d'avoir des rendements les plus élevés possibles avec des risques qui soient les plus faibles possibles. Mais derrière, voilà, ça reste quand même assez compliqué. Et quand tu t'intéresses au domaine des crypto-monnaies, tu le sais, il y a des exceptions à la règle, mais de manière générale, quand le Bitcoin va monter, on a toutes les autres crypto-monnaies qui vont augmenter parce qu'elles sont moins liquides, et puis de manière beaucoup plus forte. Et puis derrière, quand le Bitcoin va baisser, on a l'écrasante majorité des autres crypto-monnaies, notamment les altcoins, qui vont beaucoup plus baisser parce qu'ils sont beaucoup plus volatiles et leurs liquidités sont très liées notamment à ce que va faire le Bitcoin. Et donc, derrière, tu vois, sous prétexte d'une diversification, euh, je vais décider d'investir dans les autres crypto-monnaies-là parce que je vais me dire, tiens, je suis diversifié, j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier. Et si je vois la diversification à travers le prisme de la volatilité et du risque, en fait, tu vois, la volatilité, ça va pas forcément me permettre de me protéger par rapport à ça parce que quand le Bitcoin monte, je vais avoir tout mon portefeuille qui va suivre et quand le Bitcoin va baisser, ça va suivre également plutôt vers le bas. Donc, tu vois, c'est une fausse diversification dans ce cas-là, en tout cas à travers le prisme que je t'ai évoqué tout à l'heure. Et puis, il y a également une diversification toujours intra-actif, mais en fonction de comment on va décider d'investir. C'est-à-dire dans le domaine des crypto-monnaies, je peux décider de faire juste du buy and hold, d'investir dans des crypto-monnaies, les détenir sur le long terme, et puis voir éventuellement, si je fais attention au cycle, d'avoir des résultats intéressants sur le long terme. Mais je peux décider d'investir aussi dans des masternodes, je peux décider de faire du staking, je peux décider de faire du NFT, donc du token non fongible, je peux décider de faire de la finance décentralisée. Il y a plein de manières de pouvoir investir dans le domaine des crypto-monnaies, et ça aussi, ça peut être vu comme une manière de pouvoir diversifier son portefeuille et son allocation d'actifs. Pareil, si je parle de la bourse, il n'y a pas une seule et unique façon d'investir en bourse. Et d'ailleurs, il y a plein de sous-actifs dans la bourse. Je peux investir dans le forex,
je peux faire, je sais pas, des produits dérivés, je peux faire des CFD, je peux faire des options, je peux faire quoique les options, bon, je vais pas forcément rentrer dessus, je pourrais en parler, mais voilà, c'est pas forcément le but. Je peux décider de faire d'investir dans les actions, je peux décider d'investir dans les obligations. Bref, il y a plein d'autres enfin, plein de manières différentes de pouvoir investir. Et puis pareil, est-ce que je fais de l'investissement long terme? Est-ce que ma stratégie, c'est plutôt de faire du stock picking en investissant dans des entreprises qui vont me verser des dividendes? Tu vois, tout ça, c'est des différentes manières de pouvoir investir, et ça, pareil, ça peut rentrer dans ma manière de voir comment je vais pouvoir diversifier mon portefeuille. Dans l'immobilier, c'est exactement la même chose. Est-ce que je fais on va dire de la location courte durée? Est-ce que de la location longue durée, courte durée? Est-ce que je fais de la colocation? Est-ce que je fais du marchand de biens? Est-ce que je fais... Bref, tu vois, un petit peu tous ces événements, tous ces éléments-là, ça doit être pris en compte dans ta stratégie. Et puis, donc ça, c'est la diversification interactif. Il y a la diversification intra-actif en fonction des différents actifs dans lesquels je vais investir, actions, obligations, etc. Et puis aussi, il y a la manière d'investir dans chacun de ces sous-actifs. Et puis après, on peut avoir la diversification géographique. Si je prends le cas de l'immobilier, si j'ai décidé d'investir, je ne sais pas, tout à Paris, bon, ça ne va pas être la même chose, ça ne va pas être les mêmes rendements, ça ne va pas être le même marché que si je décide d'investir, je ne sais pas, à Angers ou à Toulouse, par exemple, tu vois. Et puis pareil, si j'investis tout en France, est-ce que c'est la même chose que d'investir en Estonie ou aux États-Unis ou autre? Tu vois, la diversification géographique, ça aussi, c'est un point à prendre en compte. Il y a aussi la diversification en termes de devises. Est-ce qu'aujourd'hui, tout l'argent que j'ai investi, est-ce que c'est tout dénominé en euros? On sait que dernièrement, l'euro par rapport au dollar, et même d'ailleurs l'écrasante majorité des devises, la livre sterling, l'euro, etc., tout se casse la figure par rapport au dollar. Et donc, si on a notre pouvoir d'achat qui est dénominé en euros, pardon, par rapport au dollar US, on a perdu pas mal de pouvoir d'achat. Donc, est-ce que je souhaite aussi diversifier mes investissements dans d'autres devises pour éviter d'être sujet à éventuellement des devises qui seraient moins performantes que d'autres sur le long terme? Tu vois, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, tu vois, quand on parle de diversification, beaucoup de gens te disent comme ça, souvent parce qu'ils n'y connaissent pas grand-chose, ils vont te dire on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, et il y a un fond de vérité là-dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une diversification intra-actif, interactif? Est-ce que c'est une diversification géographique en termes de devises, etc., etc. Et où est-ce que j'ai envie d'aller? Et là où je voulais aussi en venir, c'est que maintenant qu'on a la classe des crypto-monnaies, qui est clairement aujourd'hui la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité, il n'y a qu'à regarder les chiffres. Je parle également aussi des risques, je parle également aussi des problèmes liés à la mauvaise régulation dans les cryptos, et puis tous les problèmes aujourd'hui qu'on voit, et l'aspect extrême spéculatif qu'on peut retrouver dans les cryptos. Et ça fait plus de 6 ans aujourd'hui que j'investis dans ce domaine, donc je commence à connaître assez bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, donc la crypto-monnaie, c'est clairement la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité, et il faut prendre en compte un concept que je t'avais évoqué dans d'autres vidéos, qui est celui du coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est quoi? C'est, par exemple, 1000 euros que je décide ouvertement de ne pas investir, par exemple, dans le domaine des crypto-monnaies sous prétexte de la diversification. Combien d'argent ça risque théoriquement de me faire perdre sur les 10, 15, 20, 30 prochaines années? Et il y a toujours un équilibre à avoir. Je ne te dis pas, à travers ça, de faire du all-in dans la crypto, hein. C'est juste de le conscientiser, de comprendre ce qu'il y a derrière. Et pour ça, je vais te donner un exemple très simple. Il y a quelques années en arrière, quand j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies, j'avais, je crois, 10 000 € que je voulais investir au départ. Et sur les 10 000 €, il y en a une partie que j'ai mis dans le marché action, et il y en a une partie que j'ai mis dans les métaux précieux en physique. J'avais acheté de l'or, de l'argent, et une autre partie que j'avais investi dans les crypto-monnaies. Je crois que j'avais fait, j'ai plus les chiffres exacts, mais j'ai dû mettre 50% dans les crypto-monnaies, je crois que j'avais mis 20% dans les actions, et le reste dans les métaux précieux. Tu vois, donc 30% dans les métaux précieux, 30 ou 40% dans les métaux précieux, une partie dans les actions, et puis pareil, la moitié dans les crypto-monnaies. Ce qui s'est passé, c'est que 3-4 ans plus tard, forcément, les crypto-monnaies ont explosé, ont eu des performances nettement plus importantes que ce qu'on pouvait avoir dans le marché action, et puis sur les métaux précieux pour le coup. Et donc là, au départ, où j'avais une allocation d'actifs qui pouvait sembler pertinente pour moi, parce qu'on m'avait dit théoriquement de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, je me suis retrouvé à un moment donné avec un portefeuille qui représentait 97% de crypto-monnaies, non pas parce que j'avais perdu de l'argent avec les métaux précieux ou autres, mais parce que les crypto-monnaies avaient tellement surperformé les autres classes d'actifs dans lesquelles j'avais décidé d'investir, que le portefeuille que j'avais à la fin n'était plus du tout cohérent, en tout cas avec l'allocation d'actifs que j'avais fait au départ. Et là, c'est pour ça que je t'amène le coût d'opportunité, parce que c'est une erreur que j'ai faite, et je sais que quand on n'a pas beaucoup d'argent, en tout cas quand on a un petit capital,
Au départ, il va falloir concentrer tes actifs. Il va falloir te dire: «OK, dans quoi je veux investir mon argent?» Trop s'éparpiller, en fait, ça va limiter tes rendements. Ça va pas forcément diminuer tes risques, mais ça va surtout limiter tes rendements et ça va limiter les résultats que tu vas pouvoir obtenir. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'au départ, quand tu vas commencer à investir et surtout quand tu as un petit capital, pour éviter de, t'éparpiller un peu de partout et de limiter les performances de ton capital, il va falloir que tu te concentres sur une classe d'actifs. Je ne te parle pas uniquement du marché des crypto-monnaies, c'est une classe d'actifs parmi tant d'autres, mais il faut que ça te parle, il faut que ça te donne envie. Au départ, il va falloir concentrer tes efforts et tes résultats sur une seule classe d'actifs pour te créer un capital suffisant. Et une fois que ce capital est suffisamment intéressant pour toi et significatif, tu pourras décider de te diversifier pour diminuer ton risque, diminuer ton rendement, la volatilité, etc., etc. Mais ça vient après coup. Et beaucoup de gens t'expliquent voilà, au départ qu'il va falloir te diversifier parce qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce n'est pas forcément une mauvaise approche en soi, mais souvent on oublie de te dire que ça diminue quand même énormément tes rendements, que la plupart du temps, les gens qui vont te dire de te diversifier, c'est souvent parce qu'ils n'ont absolument pas confiance dans les investissements qu'ils font, et souvent ils font un petit peu comme du poker, hein, ils investissent un peu n'importe comment, du coup vu qu'ils ont confiance dans aucune action qu'ils effectuent, ils préfèrent se dire bah, je mets les œufs un peu de partout, comme ça je suis sûr que si jamais je fais une erreur, bah voilà, il y a peu de chances que je me sois trompé de partout. Et ce qui n'est absolument pas la bonne démarche à avoir, je pense que ça tu l'auras compris. Et puis, c'est pas la même chose, tu vois, de gagner, je sais pas, 10% par exemple sur 500 000 euros que de gagner 10% sur 1000 euros, tu vois, ou sur 5 000 euros. Tu vois, 10% sur 5 000 euros, ça va te faire 5 000 euros, ça va te faire 500 euros, pardon, et 10% sur les 500 000 euros, ça va te faire 50 000 euros. Donc, tu vois, derrière, plus ton capital va être important, plus tu pourras te permettre de lisser tes risques ou de rechercher des rendements qui sont plus faibles. Et le problème, c'est que beaucoup de débutants, au départ, eux, le seul moyen qu'ils ont en fait pour gagner de l'argent, c'est de faire un peu n'importe quoi. Ils vont faire du gambling dans les crypto-monnaies, ils vont investir dans tout et n'importe quoi. Pour eux, ils vont absolument essayer de chercher le prochain projet qui va faire un fois 100 ou un fois 1000. Des fois, ça va marcher, mais l'écrasante majorité des fois, ça va absolument pas fonctionner et ils vont perdre à chaque fois leur capital. Et sans penser avoir cette vision long terme et de faire en sorte de considérer le capital comme étant l'outil de travail le plus intéressant, le plus important pour l'investisseur. Tu vois, si je te prends un cas de figure, le garagiste, voilà, son outil de travail, ça va être ses outils, ça va être son garage, etc. Sans ça, il ne peut pas bosser. L'agriculteur, sans son tracteur, sans ses outils, pareil, il ne va pas pouvoir être en mesure de travailler. L'investisseur, derrière, s'il n'a pas de capital, il ne peut pas travailler, il n'aura pas de rendement. Et donc, derrière, il faut comprendre la relation entre le capital et les rendements qu'il y a derrière. Avoir 500 000 euros de capital, tu n'as pas besoin d'aller rechercher, de faire des fois 100 ou des fois 1000 chaque année, alors que bah, au départ, oui, quand tu as un petit capital, tu n'es pas non plus obligé de chercher des rendements aussi importants, mais tu peux te permettre de prendre des risques plus élevés parce que bah, au départ, il va falloir faire grossir ton capital. Mais la diversification, selon moi, va venir après coup. Après, pour en revenir quand même au sujet de cette vidéo, qui est de la diversification pour le coup de l'épargne, on peut le voir d'une autre manière. Parce que là, il y a la diversification de l'investissement que je t'évoque depuis tout à l'heure, mais après, il y a la diversification juste de l'épargne. Ça peut être de l'épargne de précaution, par exemple, ou de l'épargne de sécurité. Comment tu peux te permettre de la diversifier? Moi, en général, ce que je fais, j'ai fait pas mal de vidéos dessus sur la chaîne, c'est de dire, bah voilà, l'épargne de sécurité, c'est entre 6 mois et 1 an, on va dire, de charges qui doivent être présentes sur un compte bancaire, de pas trop en avoir, parce que sinon, avec l'inflation, etc., ça pose tout un tas de soucis, et ça va rogner notre capital avec le temps. Donc en avoir un peu, oui, pour se permettre de répondre à certaines obligations ou on va dire certaines charges qu'on n'aurait pas pu prévoir à la base, mais d'en avoir trop à la banque, ça peut poser des problèmes. Et donc, la diversification de l'épargne, tu peux l'avoir d'une autre manière. Tu peux te dire, bah ok, tiens, moi, l'idée de cette épargne de précaution ou de cette épargne de sécurité, c'est de récupérer de l'argent rapidement dans le cas où tu en as besoin. Et d'avoir ce pouvoir d'achat qui soit théoriquement disponible, qui soit liquide et qui ne perde pas forcément trop de valeur avec le temps. Donc, si tu le gardes en liquide, c'est pas forcément mauvais, mais tu sais que ça va être rogné avec l'inflation. Donc, il y en a qui décident de l'investir. Mais si tu l'investis, bah, tu prends des risques pour le coup, parce que tu vas avoir une volatilité. Le cours, que ce soit peu importe des actions, des obligations, ce que tu veux, ça va être amené à fluctuer. Du coup, on perd l'idée de cette épargne de précaution ou de sécurité. Et derrière, on peut se dire, bah, c'est quoi la meilleure manière pour pouvoir le diversifier? Moi, ce que j'ai fait à titre personnel, c'est que cette épargne de précaution, je l'ai sur plusieurs comptes en banque, donc notamment sur des banques en ligne.
pas uniquement sur des banques, physiques, tu vois, pour le coup. Donc je l'ai sur plusieurs, comptes en banque et pas uniquement des comptes en banque, en France, hein, c'est des comptes en banque aussi ouverts à l'étranger et beaucoup de gens considèrent que les comptes en banque ouverts à l'étranger, c'est pas légal, et cetera. C'est tout à fait légal, il faut juste que tu le déclares à l'administration fiscale. Tu as un dossier qui s'appelle le dossier CERFA 3916 qui te permet, aujourd'hui de déclarer tes comptes ouverts ou clos à l'étranger. Il faut simplement que tu le dises, c'est tout à fait légal. Donc moi, j'ai décidé d'ouvrir des comptes en banque, ouverts à l'étranger, dans d'autres juridictions, notamment que l'Europe, pour me permettre d'avoir une sécurité déjà à ce niveau-là, de ne pas avoir toutes les banques en France, de ne pas avoir toute mon épargne qui va être dénominée en euros aussi, pour les raisons que je t'ai évoquées un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Mais voilà, moi, tu vois, je ne suis pas forcément allé plus loin là-dessus. Si je parle juste d'épargne et d'épargne de précaution ou de sécurité, c'est plusieurs comptes en banque en fonction du niveau d'épargne que tu t'es fixé, et puis dans plusieurs devises. Il y a des comptes multi-devises qui existent, il y en a plein sur Internet. Par exemple, TransferWise, qui aujourd'hui ne s'appelle plus TransferWise, qui s'appelle Wise, où tu peux avoir différentes devises. Tu peux décider de l'avoir du franc suisse, du dollar hongkongais, tu peux avoir, je sais pas, de la livre sterling, tu peux avoir du dollar US, de l'euro, etc. Enfin, voilà, tu peux décider de te diversifier comme ça. Mais l'idée, tu vois, c'est toujours d'aller un petit peu plus loin et toujours de se poser des questions de qu'est-ce qui déjà va me convenir à moi par rapport à ma situation personnelle, par rapport au niveau de gestion que j'ai envie d'avoir, par rapport au niveau de risque que je veux avoir et par rapport surtout à l'objectif que je me suis fixé. Et quel est le niveau de compétence ou d'expertise qu'a la personne en face qui va me dire, par exemple, de diversifier, tu vois? Moi, je sais qu'autour de moi, quand il y a des gens qui me disaient: il faut diversifier», souvent, c'est des gens qui n'investissent pas et qui ont entendu à un moment donné sur internet qu'il fallait diversifier et souvent, bah, tu vois, encore une fois, c'est pas forcément bon, c'est pas forcément mauvais. Il y a différents niveaux et en fonction de ça, bah, on va choisir ce qui va nous intéresser le plus par rapport à nos objectifs personnels. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura intéressé. Comme d'habitude, je te mets dans la description de la vidéo un lien vers un programme de formation sur plusieurs jours sur lequel je rentre plus en détail sur toutes les thématiques liées à l'investissement de manière générale, où je t'explique comment j'ai fait à titre personnel pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Donc si tu t'intéresses à toutes ces thématiques-là, je t'invite à rejoindre ce programme. Tu cliques dans le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo, tu rentres ton mail, et voilà, sur plusieurs jours, je t'enverrai du contenu de manière régulière où je t'explique comment j'ai fait pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Je te souhaite une excellente fin de journée ou fin de soirée en fonction du moment où tu vas regarder cette vidéo. Je te retrouve dans une prochaine vidéo et puis je te dis à plus.